Hervé Lado, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection Études africaines, un ouvrage intitulé Dynamique politico-économique dans l'histoire du Nigeria. Alors, de quoi parle cet ouvrage? Alors, mon ouvrage parle d'une problématique fondamentale en économie politique du développement, qui est celle de la transition vers l'ouverture des accès économiques et politiques à tous. La question est de savoir comment un système économique et politique va pouvoir profiter à tout le monde, comment on opère cette transition. Alors ma thèse dans cet ouvrage va être de démontrer que l'ouverture des espaces politiques et économiques s'opère en fait grâce au rapport de force entre les élites et les non-élites. Ce n'est certainement pas à travers la prépondérance des élites, mais c'est parce que les élites ont peur du renversement du pouvoir économique et politique par les non-élites qui sont organisées, sont structurées et au point de pouvoir menacer le pouvoir des élites, que ces dernières sont obligées d'ouvrir les accès politiques et économiques et faire participer à tous les rentes économiques et politiques. Quelle est la méthodologie que vous avez employée? Alors, je me suis basé sur deux approches, une théorique et une autre empirique, les deux d'ailleurs étant mobilisées dès le début de l'ouvrage. Alors, l'approche théorique mobilise deux thèses, celle d'abord du prix Nobel Douglas North, qui a travaillé avec John Wallis et Barry Vengas sur le processus de développement politico-économique dans le monde. Alors les auteurs démontrent que l'ouverture des accès politiques et économiques, la transition vers cette ouverture s'opère en fait jamais au détriment des élites. C'est-à-dire qu'ils vont soutenir que les élites sont toujours prépondérantes dans le processus d'ouverture des accès. Elles n'ouvrent les accès que lorsqu'elles ont transformé leurs droits et leurs rentes en institutions garanties justement par le système. Je mobilise une autre thèse qui est concurrente à celle que je viens d'évoquer, qui est celle de Acemoglu et Robinson. Je rappelle que tous ces auteurs sont majeurs en économie politique du développement et ont publié des ouvrages qui ont fait sensation dans ce monde-là il y a peu. Celui de Acemoglu et Robinson va démontrer plutôt ce que je défends moi, c'est-à-dire que c'est le rapport de force entre les élites et les non-élites qui dicte en fait l'évolution des institutions et notamment l'ouverture des accès politico-économiques. Les élites ne sont pas prépondérantes, elles ne sont jamais toujours prépondérantes. La transition, comme l'histoire politico-économique dans le monde et des démocraties dans le monde l'a démontré, la transition ne s'opère qu'à partir du moment où les non-élites ont réussi à s'organiser, à créer des organisations, à se structurer et à trouver les alliances qui permettent de renverser cette domination des élites et justement les obliger à ouvrir les accès aux rentes politico-économiques. Alors, l'approche empirique qui complète cette démarche théorique est la mobilisation justement du terrain du Nigeria, de toute l'histoire du Nigeria sur laquelle nous allons certainement revenir. Justement, c'est précisément la question que je voulais vous poser. Quid du Nigeria dans cette démonstration? Alors le Nigeria, et là c'est un apport que je pense important de cet ouvrage, mobilise toute l'histoire, je mobilise toute l'histoire du Nigeria en partant d'ailleurs des premiers peuplements humains à moins 4000 ans avant Jésus-Christ, mais surtout en m'arrêtant à la période où on a véritablement observé cette lutte acharnée entre les élites et les non-élites qui a permis d'ouvrir les accès politiques et économiques, notamment je parle de la période coloniale. Mais je balaie toute la période où on a vu les premiers États se développer, que ce soit les États d'Ifé, chez les Yoruba, Bénin, les royaumes du Bénin, d'Oyo un peu plus tard, mais du Kanem-Borno dans le nord, et un peu plus tard encore, le califat de Sokoto qui a duré un siècle, mais aussi les États du sud-est, les royaumes Ibo. Je balaye toute cette période pour montrer la dynamique qui a prévalu entre les élites et les non-élites, mais qui n'a pas véritablement débouché sur une ouverture des accès politico-économiques. Là où on va voir vraiment des luttes acharnées, organisées, structurées
est finalement victorieuse en matière d'ouverture des accès politiques et économiques, c'est au moment de la période coloniale qui démarre en 1861 au Nigeria. Donc l'histoire du Nigeria que je balaie va permettre, par ce voyage auquel j'invite nos lecteurs, de voir le dynamisme politique et économique du peuple nigérian qui a permis justement d'ouvrir les accès politico-économiques lors de l'indépendance en 1960. Et n'oublions pas que lorsqu'on parle du Nigeria, il s'agit là d'un pays qui est la puissance démographique, la première puissance démographique africaine aujourd'hui, qui en 2050 va être la troisième puissance démographique du monde, derrière l'Inde et la Chine, c'est-à-dire quand même un poids extrêmement important. Donc traiter du Nigeria, c'est traiter de l'avenir quelque part du monde en matière démographique et en matière d'ouverture des accès politico-économiques. Alors, pour rester sur ce que nous propose le Nigeria, justement, je prends plusieurs cas. L'histoire est très longue et lorsqu'on lit cet ouvrage, on se retrouve véritablement dans une démarche de découverte de ce qu'a vraiment constitué la richesse de la société civile de ce pays. Je cite deux cas particuliers. Un cas vient de la période purement coloniale, c'est-à-dire on est en 1895, au moment où la puissance britannique maintient encore sa domination sur les populations locales. Je cite le cas du peuple Brass à Akassa, qui est aujourd'hui dans l'état du Bayelsa, où le peuple Brass s'est mobilisé pour chasser pour essayer de renverser la domination coloniale, mais n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que le rapport de force était encore trop important, trop en faveur des élites coloniales. Ils ont mobilisé les bâtiments de guerre pour détruire et écraser le peuple et raser complètement la ville d'Akassa, ce qui montre qu'à ce moment-là, effectivement, la structuration de la société civile nigériane n'était pas suffisante pour renverser le rapport de force. Le deuxième cas est celui du peuple d'Abeokuta, Yoruba, notamment la lutte des femmes. Il y a une femme qui s'est illustrée dans cette lutte qui est Funmulayo Ransom Kuti, qui occupe aujourd'hui dans l'histoire du Nigeria une place extrêmement importante, puisqu'elle a véritablement été la figure du féminisme au Nigeria. Elle a démarré en 1923. Après ses études en Grande-Bretagne, elle est rentrée au pays. Elle était enseignante et avec son mari, elles ont monté une petite organisation à la base, Ladies Club, qui a évolué en Women's Club et puis à la fin en Nigerian Women's Association, qui est devenu le fer de lance justement du mouvement des femmes pour se libérer du joug colonial qui imposait des taxes sur les femmes et qui pouvait aller jusqu'à déshabiller les femmes en public pour les obliger à payer les taxes. Elles ont mené de vraies luttes pour déjà démettre Lalake, le roi local d'Abeokuta, qui était un suppôt, considéré comme un suppôt de la puissance coloniale, et ensuite amener véritablement les femmes à accéder au pouvoir politique. C'est grâce à elles que dans l'ouest d'abord du Nigeria, on a pu accéder, les femmes ont pu accéder au vote. Déjà, il y a eu la suppression de ces taxes et ensuite les femmes ont pu accéder au vote. Et à l'échelle nationale, jusqu'en 1977, les femmes ont pu accéder au vote, généralement au Nigeria, grâce à cette lutte des femmes d'Abeokuta. Donc je mobilise ces deux exemples pour montrer comment dans un cas, la structuration de la société civile n'est pas suffisante pour renverser le pouvoir des élites. Et dans le deuxième cas, la structuration, l'organisation de ces mouvements de la société civile permet finalement à obtenir gain de cause face au pouvoir des élites et grâce à des alliances nouées avec les hommes politiques, avec les journaux, la presse. Et je montre comment, étape par étape, ces femmes ont pu nouer des alliances victorieuses face à la puissance des élites. Alors dans l'histoire justement plus récente du Nigeria, quel a été le rôle de l'activité pétrolière dans cette dynamique justement politique? Alors justement, jusque-là, je n'ai pas évoqué l'activité pétrolière parce qu'elle arrive bien après cette augmentation du pouvoir des non-élites
Et on va voir que l'activité pétrolière va réduire le pouvoir des femmes, le pouvoir des non-élites et le pouvoir des populations non-élites plus largement. Alors, comment ça se passe? C'est là où je mobilise justement une thèse complémentaire à celle d'Acemoglu et Robinson, qui est celle de Timothy Mitchell, qui démontre les propriétés non démocratiques du pétrole. Clairement, il oppose le pétrole au charbon. On sait que dans l'histoire de l'humanité, des sociétés démocratiques, le charbon, l'exploitation du charbon a joué un rôle extrêmement important dans l'éveil des consciences, notamment auprès des ouvriers, qui étaient très nombreux déjà. C'est une industrie à forte intensité de main-d'œuvre et avec une chaîne de valeur très étendue qui permet justement aux ouvriers de s'organiser, de se structurer pour bloquer certaines parties de cette chaîne d'exploitation et de transport des produits du charbon et forcer notamment les élites à augmenter, à ouvrir les rentes aux ouvriers, aux non-élites. Alors, le pétrole n'offre pas cette capacité, cette possibilité aux non-élites, puisque la chaîne de valeur du pétrole est moins étendue. Déjà, le pétrole est à forte intensité technologique. Il y a beaucoup plus de machines que d'employés dans l'exploitation du pétrole. Il suffit en fait de mettre, le pétrole est sous pression dans le sol, de mettre des machines dans le sol et après des tuyaux dans le sol et puis le gaz ou le pétrole sort par lui-même et est transféré par la mer, alors que le charbon l'était par le rail qui donnait un moyen de blocage. Aujourd'hui, donc, l'activité pétrolière est non démocratique de ce point de vue. La chaîne de valeur est très peu étendue et ne permet pas à une main-d'œuvre très peu nombreuse, justement, de se mobiliser pour éventuellement bloquer l'activité pétrolière. Et en plus, lorsqu'on voit, et là, je traite clairement le cas du Nigeria qui le démontre, l'activité minière, l'activité d'exploitation du charbon dans l'histoire du Nigeria a permis également l'éveil des consciences de la société civile et a permis de créer les premiers syndicats au Nigeria dès le début des années 1900. Et à partir de là, les mouvements qui sont des syndicats notamment, qui se sont développés, ont permis aux sociétés nigérianes de nourrir l'éveil des consciences et même l'engagement politique en faveur de l'indépendance, c'est-à-dire de l'ouverture des accès économiques et politiques. À partir donc de l'exploitation du pétrole, on a une inhibition de ces mouvements parce que justement, comme je l'ai dit, le pétrole ferme les accès politiques et économiques et empêche les populations de se mobiliser contre l'élite. Le pouvoir économique notamment est concentré désormais dans les mains des élites et les luttes entre les élites, les non-élites et les élites sont beaucoup moins porteuses parce qu'elles concernent une très petite partie de la population. Par exemple, dans l'industrie pétrolière aujourd'hui, la plus grande société au Nigeria, Shell, recrute 6 000 employés au maximum, 6 000 employés directs. Et au total, dans l'industrie amont du Nigeria, on va avoir au maximum 70 000 emplois directs et indirects. Vous voyez, c'est très peu pour une population de 160-180 millions. Aujourd'hui, ça veut dire que s'il y a des mouvements de blocage de l'industrie pétrolière, ça va finalement concerner très peu de personnes et mobiliser très peu de non-élites. Voilà, donc l'industrie pétrolière au Nigeria et finalement dans le monde est un moyen aujourd'hui pour les élites de concentrer leur pouvoir et justement de déposséder les non-élites d'un pouvoir qui permettrait d'ouvrir les accès à tous des rentes économiques et politiques.